Il y a eu la révolution culturelle, mai 68, les Rolling Stones, les Cheveux Longs, les Black Panthers, les Palestiniens, l'Underground, et depuis 2-3 ans, plus rien. Est-ce que je dois te rappeler que t'es pas chez toi? Arrête de m'appeler mon ami déjà. Toi et moi, on n'est pas si amis que ça. Hein? Donc déjà, tu vas redescendre. Je suis pas ton ami. Tu me vois prendre mon pied et attaquer des vieilles dames avec nos futurs tatoués sur la poitrine? Je comprends rien de rien à ce qui se passe. T'as qu'à voir à la télé, les mecs, ils ont pas de vente. On sait même pas s'ils chient. Mais célébrer, pourquoi vous voulez célébrer le cinéma? Parce Il est pas assez célèbre déjà? Ou il l'est plus assez? Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'Éclipse. Cette semaine, comme vous avez pu le lire dans le titre, nous allons parler du film F1. Pour cet épisode, je suis avec Liam. Comment ça va, Liam? Ça va très bien, écoute, comme toujours, ça fait plaisir d'être dans l'émission pour parler de films, même quand c'est un film qui laisse partager. C'est vrai, on va en discuter plus tard. Et pour cette émission, nous avons un nouveau membre dans l'équipe. En ce moment, ça se bouscule un petit peu au niveau des nouveaux membres. Et c'est Thomas. Comment ça va, Thomas? Salut, écoute, ça va et merci de m'accueillir dans votre podcast L'Éclipse. Eh ben oui, c'est un plaisir pour parler film avec toi. Pour cet épisode sur F1, on va d'abord écouter un petit peu la bande-annonce et puis on se retrouve juste après. My rook is a phenomenal talent, but he's young. You plus him, boom! I got a team. When was the last time you won a race? Sunday, Daytona. Oh, I'm sorry. I meant Formula One. Oh, I'm sorry. Then same as you. Alors, F1, de quoi ça parle? C'est l'histoire d'un pilote, Sonny Hayes, qui était un prodige de la F1 des années 90 jusqu'à un terrible accident. 30 ans plus tard, devenu un pilote indépendant, il est contacté par Rubens Cervantes, patron d'une écurie en faillite qui le convainc de revenir pour sauver son équipe et prouver qu'il est toujours le meilleur. Du coup, pour commencer, Thomas, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de F1 de Joseph Kosinski? Alors, sur le papier, c'est vraiment pas mon style de film et je n'aime pas la Formule 1, c'est-à-dire que pour moi, ça me rappelle juste le dimanche quand j'étais enfant et que je me réveillais et que à la place des dessins animés il y avait la F1, donc c'était pas du tout un sujet ou un genre de film qui m'intéressait, mais j'y suis allé et j'ai été plutôt agréablement surpris. Et ce que j'ai préféré dans le film, moi, ça a été le côté immersif de la mise en scène, où j'ai eu l'impression, je parle notamment des scènes de course, où on était complètement happé, il y avait un côté très dynamique dans la mise en scène. On ressent, je trouve, parfaitement l'intensité du sport. J'ai vu à quel point c'était quand même un sport extrêmement physique. C'est pas juste des gens qui conduisent des voitures vite, parce qu'on ressent la douleur des conducteurs. On ressent bien sûr le côté extrêmement dangereux, où chaque virage, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et je trouve que le réalisateur, il met la caméra à la fois partout, donc ça va un peu dans tous les sens. Elle est à la fois dans la voiture, elle est sur le capot de la voiture, elle bouge alors qu'elle est sur le capot de la voiture, elle est au-dessus. Mais à la fois, ça participe, tout ce côté caméra qui va dans tous les sens, je trouve que ça participe vraiment à ressentir que forcément c'est une course de F1, donc ça va très très vite. On est complètement pris dans cette action frénétique. Et en plus de cette caméra, je trouve que le réalisateur il joue parfaitement avec le son. Moi j'étais assez happé par le son, on a le bruit des moteurs, on a le bruit de la foule, et c'est parfois un peu comme une cacophonie, mais je peux imaginer que c'est... Alors, je ne sais pas ce qu'entendent les pilotes de Formule 1 quand ils sont dans leur voiture. On ne sait plus trop où on en est. Et je trouve que tout ça, il le met parfaitement en valeur. Donc, tout le côté mise en scène, immersion, alors que la Formule 1, quand on le voit à la télé, on a l'impression que sauf pour les fans peut-être, mais on a l'impression que c'est un peu ennuyeux, un peu répétitif. Là, j'ai trouvé qu'au contraire, c'était le point fort des courses. Le point fort du film, pardon, je ne sais pas si vous avez eu le même ressenti que moi à ce niveau-là. À titre perso, la F1, c'est vrai que j'en ai
un peu rien à faire, mais cela dit, j'aime beaucoup la manière dont Kosinski arrive à traiter l'imagerie en fait un petit peu bling bling de la F1. Il y a vraiment un côté, enfin voilà, il faut qu'il soit tout beau, tout neuf, il faut que ça y ait des beaux vêtements, des belles coiffures, avec pas mal de sponsors partout, et puis des trucs un peu rutilants, il faut que les voitures elles brillent, il faut que les paddocks soient beaux, enfin bon bref, il y a vraiment une imagerie très très bling bling, même avec les histoires de, vous savez, les trucs de champagne sur les podiums, enfin tous ces trucs-là, c'est vraiment le luxe à un point presque, enfin ça dégouline. Et moi j'aime bien cette imagerie, je trouve qu'elle est, bah forcément, elle a un côté un peu glamour à regarder comme ça, une image comme ça au cinéma. Et le pire c'est que à côté de ça, le film en profite un maximum, mais le critique quand même un petit peu en fond parce que bah justement le personnage de Sonny Hayes qui est incarné par Brad Pitt, il est pas du tout dans ces trucs-là. Bon évidemment Brad Pitt il est plutôt beau gosse, il est plutôt bien sapé, il est bien coiffé, ça y a pas de problème. Mais il a quand même le discours du gars, mais on s'en fout toutes ces conneries, toute cette publicité. Quand il fait des conférences de presse, il en a rien à foutre, il envoie chier tout le monde et enfin ça l'intéresse pas quoi. Et même il a un corps abîmé. Je connais pas la carrière de Brad Pitt par cœur, mais j'ai pas souvenir qu'on ait vu à ce point son corps comme ça aussi abîmé, aussi mis comme ça, comment dire, aussi mis à profit en fait, aussi blessé. Et du coup, bah, ça tranche aussi un petit peu avec ce côté de la F1 où il faut que tout brille et que tout soit beau et qu'il n'y ait rien qui dépasse. Après, au niveau des scènes d'action, c'est vrai qu'elles sont très immersives. Franchement, je vais plutôt vous laisser parler là-dessus parce que je pense que je vais pas avoir grand-chose à dire de plus intéressant que vous. Par contre, ce que j'ai vraiment trouvé incroyable dans le film, et c'est là où je m'y attendais pas du tout, c'est que le film raconte l'histoire en fait d'un pirate de la F1. C'est-à-dire que le personnage de Sonny, il est là, mais il conduit pas comme il est censé conduire, comme on est censé conduire de la F1 en fait. Je suis pas un grand expert de la F1, mais c'est assez flagrant que la manière dont il fait les courses, déjà je pense que dans la vraie vie tu prends pénalité sur pénalité, et enfin personne conduit comme ça, ou très peu, enfin je pense pas que ça existe vraiment. Le mec c'est vraiment un roublard de l'extrême, ne serait-ce que déjà dans la première course, c'est même pas encore une course, c'est censé être un tour de chauffe de pneus. Il fait exprès de caler, de ne pas réussir à démarrer sa voiture pour être celui qui va démarrer avec les pneus tout chauds une fois qu'ils vont revenir sur la ligne d'arrivée. En plus, tu vois ça, tu te dis, bah ça y est, le petit vieux, il va se faire humilier parce qu'il n'arrive pas à allumer sa voiture. Et en fait, c'était déjà prévu. Et déjà, moi j'avais été assez étonné de voir ça. Je me suis dit, ah, putain, il est roublard le type, bien joué quoi. Fallait la tenter celle-là. Et en fait, il fait ça tout le film. Tout le film, il fait exprès de péter un pneu, il fait exprès de casser un truc pour mettre les voitures de sécurité pour faire perdre du temps. Il fait exprès à un moment donné de rentrer au paddock pour ressortir devant d'autres pilotes, pour les ralentir, pour que son pote puisse passer devant. C'est que des trucs comme ça. Et moi j'adore ça. Pire, c'est que derrière, il y a un côté assez méta parce que même dans la construction du film en tant que tel, en fait, le film refuse quasiment tout le temps. Alors, comment dire, il joue sur la vitesse, c'est pas un problème. Les courses sont très rapides et tout, mais il joue tout le temps aussi sur la frustration de ne pas aller au bout du truc. C'est-à-dire que les pilotes vont vite, les pilotes finissent des courses, mais il n'y a jamais réellement jusqu'à la fin du film ou les 2-3 dernières courses, il n'y a jamais vraiment cette espèce de satisfaction d'avoir vu une course de F1 avec une satisfaction sur la place à la fin. Soit ils finissent crachés, soit ils finissent derniers. Il n'y a jamais rien qui se passe comme il faut en fait, malgré les petites filouteries de Brad Pitt. Et en fait, c'est vraiment ça le film, c'est que c'est un film qui joue énormément sur la vitesse, mais qui ne vise jamais la première place. L'enjeu, c'est toujours il faut gagner une course, mais ça aboutit quasiment toujours à quelque chose qui ne se termine pas comme ça. Il y a un faux suspense tout le film parce qu'on sait plus ou moins comment va se terminer le film ou comment beaucoup de choses vont se terminer. Et malgré dans cette espèce de faux suspense, il y a des choses qui sont hyper surprenantes. Moi, je vais juste donner l'exemple, le premier qui me vient en tête, c'est quand il fait sa course test pour Apex, l'écurie de F1. Brad donne le défi, il lui dit si j'arrive à finir en moins d'une seconde, je crois, un truc comme ça, le tour de piste, vous me prenez dans l'équipe. Et on se dit forcément il va réussir parce que voilà c'est le but du film, sinon il n'y a pas de film. Et en fait non, pas vraiment. En fait il se crache genre juste avant la ligne d'arrivée. Il est quand même pris dans l'écurie, mais il ne réussit pas vraiment ce tour de chauffe qui était prévu. Donc là encore, il y a aussi encore une fois ce côté où on te coupe en fait en plein élan et on te coupe cette espèce de satisfaction de voir un truc réussi. D'ailleurs, soit dit en passant, puisque je crois que jusque-là on ne l'a pas dit, mais Joseph Kosinski c'est aussi celui qui a fait Top Gun Maverick. C'est un peu pareil dans la séquence d'intro de Top Gun Maverick. Tom Cruise, le but, je crois de mémoire, c'est d'aller à Mach 10 avec son avion. Il y va, il réussit et je crache l'avion se explose en l'air et la scène se termine un peu de la même manière en fait. Après, l'histoire derrière va changer, mais voilà, c'était juste, je voulais déjà donner un premier avis. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé, j'ai été pris à fond, je m'attendais vraiment pas à grand chose et ça m'a complètement happé et j'ai trouvé ça incroyable. Et du coup, les scènes de course étaient tellement
originales dans leur déroulement et tellement intéressantes en soi et tellement bien filmées que je pardonne un petit peu les errances au niveau des dialogues, au niveau de certaines scènes qui sont à côté ou des choses qui sont écrites de manière un peu cliché. Honnêtement, j'ai vraiment pardonné parce que j'ai pris un pied monstrueux. Effectivement, je comprends tout à fait l'aspect pied monstrueux qui pourrait sortir d'une phrase d'un Tarantino, mais qui plus sérieusement fonctionne, à mon avis, très bien niveau divertissement. Le film, là-dessus, visuellement, il n'y a rien à redire. Et c'est vrai que je n'avais pas spécialement fait le lien avec la piraterie, ce qui est intéressant parce que Top Gun Maverick était aussi proche d'un western et également d'un film de science-fiction. Justement, tu parlais d'ouverture qui confronte finalement un Tom Cruise qui arrive dans un diner à l'américaine et qui semble presque avoir voyagé dans le temps. Et ça remettait en avant l'aspect très anachronique du personnage et même un peu du film. Et je trouve qu'en cela, Top Gun Maverick arrivait à avoir cet équilibre entre une certaine nostalgie, entre un regard sur le passé, mais toujours l'œil vers l'avant. Et c'est un peu j'ai pas envie de dire ce qui m'a manqué ici, mais je trouve que c'était plus déséquilibré d'un point de vue narratif ici, notamment par la figure du personnage de Brad Pitt. Et c'est peut-être ça qui m'a un peu sorti du film, comme l'impression d'avoir un scénario des années 90 filmé à la manière de 2020. Alors, la mise en scène, effectivement, on en a déjà parlé, l'aspect très immersif, le mixage sonore est vraiment à tomber par terre et on est vraiment pris dans les courses. Et en même temps, je trouve qu'il y a une forme de classicisme dans les points attendus de la narration qui, finalement, rendent le tout un peu trop mécanique. On voit ce qui est un peu ironique pour un film de Formule 1, mais qui, pour moi, empêche un peu cet aspect organique qu'avait aussi Top Gun Maverick. Et ici, se renferme dans une forme d'émotion factice, de façade. Et ça m'a frustré parce que l'intention y était vraiment visuellement. J'ai également été pris. J'ai senti la goutte de sueur perler sur mon front durant les 3 derniers tours, tellement l'immersion était totale. Et en même temps, il y a quelque chose qui fait très flottant dans la narration. Peut-être que le film est un poil trop long. Ça, encore une fois, ce n'est pas à moi d'en décider, mais c'est l'impression que j'ai eue. Et en même temps, j'ai aussi l'impression que certaines personnes s'attendaient vraiment à un film full mécanique. Ce qui est assez intéressant, parce que j'ai eu des retours de personnes qui aiment la Formule 1 et qui s'y connaissent. Moi, pour être franc, je connais Verstappen, Hamilton, Ferrari, et c'est tout. Je connais juste assez de noms de pilotes pour refaire le même de Leonardo DiCaprio dans Once Upon a Time in Hollywood dès qu'un pilote apparaissait à l'écran. Mais j'avais ces gens qui étaient fans de F1 et qui s'y connaissaient vraiment, qui reprochaient ce manque de réalisme. Et bon, ça c'est intéressant étant donné qu'on a eu un débat il y a peu de temps sur la cohérence dans un film. Mais je trouve justement que cet aspect bien assumé de pirate, de filou, comme tu dis, ça ajoute une dose de fiction qui évite la simple retranscription de course sur 30 écrans. Et en même temps, en captant son énergie cinématographique pour en faire quelque chose qui encore une fois est spectaculaire et hautement divertissant, et en même temps me laisse un peu sur ma faim, tant il y avait moyen justement d'amener un peu plus de chair et d'amener un peu plus d'identité. Il leur sort un blockbuster assez pop en fait. Pop dans le sens où beaucoup de morceaux de musique pop alimentent le rythme à un point où ça devient presque un jukebox d'une certaine manière, ce qui n'est pas nécessairement désagréable, c'est un bon jukebox. Mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose un peu plus cohérent et resserré, tout en ayant une énergie folle qui fait hautement plaisir sur 30 écrans. Pour rebondir sur les musiques, pour être tout à fait franc, alors déjà j'ai trouvé que la composition d'Hans Zimmer, et ça me coûte de le dire parce que j'aime de moins en moins son travail, mais m'a beaucoup plu au niveau des courses. Il y a vraiment une espèce d'énergie qui se mêlait plutôt bien avec les courses et ses compositions. Pour revenir ensuite sur le côté véracité, on va dire contextuelle. C'est en ça aussi que je trouve le film hyper intéressant, parce qu'encore une fois, il reprend à peu près tous les gimmicks de la Formule 1. D'ailleurs, je trouve, et je vais reprendre quelque chose qui a été dit dans Criticat par Josué Morel, mais c'est quelque chose qui est intéressant, c'est que le film a aussi un petit peu de temps en temps du mal à se départir de cette image de la F1, parce qu'on a très peu vu d'images
d'avions de chasse pour Top Gun Maverick. La F1, c'est quelque chose qui est filmé toutes les semaines depuis des années, des décennies. Donc il y a une image télévisée de la F1 et c'est pas forcément évident quand tu fais un film de cinéma de se départir de ça. Et en même temps, le film en joue parce que le film utilise cette image télévisée, utilise ses commentateurs que tu entends à la télé, il utilise ses pilotes que tu vois. En fait, il utilise vraiment tout un contexte pour t'immerger dans la F1. Tout ça pour ne te proposer quasiment jamais des courses de Formule 1. Quasiment jamais. C'est l'histoire d'un gars qui est en bagnole et qui décide de faire un chaos sur la piste pour que la course n'ait jamais lieu ou qu'elle n'ait pas lieu de manière normale. Et c'est ça que j'ai trouvé, au final, c'est fabuleux dans le film parce que il y en a beaucoup aussi qui ont critiqué le fait que le film est une gigantesque publicité pour la Formule 1. J'en ai pas particulièrement l'impression. Encore une fois, on ne voit quasiment aucune course dans le film. On voit des pilotes et des voitures, mais on voit pas tant que ça des courses. On voit pas tant que ça. En fait, on voit jamais les autres pilotes. Déjà, on ne voit quasiment que Sonny Hayes, donc Brad Pitt, et Joshua Pierce, qui est incarné par Damson Idris. On voit quasiment que. C'est-à-dire que tous les autres, tu les as cités, il y a Verstappen, il y a Hamilton, il y a Charles Leclerc. Ils sont là, mais ils servent à rien. Ils ont littéralement 0 ligne de dialogue. Donc ça veut dire que pendant les courses, aucun autre personnage qui prononce une phrase dans le film que Brad Pitt et Damson Idris. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'encore une fois, on utilise un contexte, mais on ne l'utilise pas de la manière dont on pourrait penser qu'il va forcément être utilisé, justement pour en faire une publicité pour la Formule 1. Enfin, moi, c'est vraiment l'impression que j'en ai eue, que, encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit, ce côté un peu pirate du film. Et je terminerai aussi, puisqu'on est sur les pilotes, et puis j'arrêterai de parler des pilotes parce que ça m'intéresse pas, il faut quand même souligner que Lewis Hamilton est producteur du film, et il a quand même beaucoup d'autodérision, parce que le fait que, encore une fois, il perde la course à Abu Dhabi avec un scénario aussi absurde que ce qui se passe dans F1, compte tenu de ce qui s'est passé pour lui en 2021 contre Verstappen, c'est assez drôle. Pour ceux qui connaissent, ça m'a fait un peu sourire de voir que Hamilton a quand même cette autodérision, sachant qu'il a aussi la classe de ne pas se mettre sur les podiums du film quand il y a les courses, et qu'au contraire Max Verstappen y est quasiment tout le temps, ce qui est plus ou moins normal parce que c'est le pilote en vue du moment. Bon, là c'est le côté réaliste du truc, mais voilà, c'est quand tu penses qu'il est producteur, tu te dis bon, il aurait pu se mettre un petit peu partout, comme le fait Brad Pitt, hein, d'ailleurs quand il produit un film, il se met absolument partout, il faut que ce soit lui la star du film. Bah, au final Hamilton il n'est pas du tout là-dessus, et au final bon, ça m'a un peu surpris. C'est vraiment une anecdote qui sert à rien dans ce que je viens de dire, mais j'ai trouvé ça vraiment sympa. Donc, je te réponds sur le fait que certains disent que c'est une publicité pour la Formule 1, mais je pense que je ne suis pas d'accord avec toi, parce que pour moi, ces gens qui disent ça, ils ont raison dans le simple fait que ce film est produit par la Formule 1. Je veux dire, c'est le film officiel de la Formule 1. Donc, qu'on le veuille ou non, même si peut-être que le réalisateur il a essayé de faire autre chose, ça reste pour moi à la base quand même un film pour te faire découvrir la Formule 1, pour te faire aimer la Formule 1. Et on est vraiment sur un film un peu promotionnel de ce sport. On peut imaginer peut-être qu'il y en aura d'autres par la suite, d'autres types comme ça, mais le film a été produit dans ce sens-là, en tout cas. Donc, je sais pas, tu vois, quand tu parlais de Lewis Hamilton, je sais pas dans quelle marge il avait son mot à dire sur ce qu'on lui donnait ou pas comme rôle à faire. Puisque si le film a eu aussi accès donc à tous ces pilotes, à tous ces circuits de course qui sont les vrais circuits de course de la Formule 1, c'est parce que le film donc a été produit pour faire la promotion de ce sport aussi. Donc, et je pense qu'ils avaient un cahier des charges assez contraignant, à mon avis. Oui, c'est sûr que ce que j'ai dit sur les podiums, à mon avis, c'est uniquement parce que ça devait, enfin, j'ai pas vérifié, mais c'était certainement les podiums qui ont eu lieu lors des moments de tournage, parce que comme tu l'as dit, ça a été filmé sur des vrais circuits. Après, je suis d'accord, hein, oui, c'est un film officiel de la Formule 1, je suis d'accord là-dessus, mais j'ai vraiment trouvé que c'était pas. En fait, c'était le film officiel de la Formule 1, mais qui n'est pas vraiment de la Formule 1. Enfin voilà, pour moi, c'est pas vraiment une course, parce qu'une course de Formule 1, ça me paraît quand même être beaucoup moins absurde dans ce qui se passe lors des courses que ce que peut faire un Sonny Hayes dans le film, qui encore une fois, voilà, je me répète, mais il fait vraiment un peu tout et n'importe quoi. Il fait un petit peu d'ailleurs ce qu'il veut, et il a quasiment aucune pénalité. Enfin, je veux dire, personne lui dit rien, même son équipe le laisse faire. Il y a des trucs qui sont absurdes dans le film, je suis désolé, mais Sonny qui décide de s'arrêter sur le paddock parce que son écurie lui donne pas les pneus qu'il veut, et il décide d'arrêter comme ça parce que hop, non, je boude, je veux mes pneus. Enfin, ça arrive jamais en Formule 1, je veux dire clairement. Enfin, je crois pas que ça soit déjà arrivé. Alors, je me renseignerai parce que je suis pas un expert, mais enfin, tu perds un temps fou à faire ça. Évidemment que tu vas perdre une course si tu restes une minute au paddock comme ça enfin au box pour changer tes pneus. Et c'est que des petits trucs comme ça. Alors après, bon. Effectivement, après, ça reste payé par la Formule 1. Et puis encore une fois, on voit les sponsors, on voit les courses, on voit les pilotes, on voit tous ces trucs-là. Mais bon,
Puis les sponsors, alors c'est vrai que ça m'a dérangé parce que moi j'aime pas la publicité. Des sponsors t'en as partout, mais d'un autre côté des sponsors t'en as partout en F1. Et il y a quelque chose qui m'a, en fait, c'est complètement involontaire. Ça, je vois pas du tout Kosinski faire ça, mais j'ai rapproché ça par exemple de Challengers. Vous savez, Challengers, le film sur le tennis qui a lieu, on a le droit d'avoir des séquences dans l'enceinte de l'US Open, des choses comme ça. Et donc tu as des sponsors partout dans l'enceinte de l'US Open. Et en fait, quand tu les vois dans le cadre du sport, tu as presque l'impression que ça te choque plus. Vous savez, c'est comme les pubs qu'on voit sur les bords des stades, des terrains de foot, les choses comme ça. Il y a des pubs partout, mais c'est limite des choses que tu ne vois plus, ce qui est presque plus effrayant parce que ça devient quasi subliminal en fait. C'est des choses qui rentrent dans notre esprit sans qu'on s'en rende compte. Et au contrario, dans un film, ça nous choque. C'est-à-dire que dans un film, voir toutes ces marques tout le temps partout, que ça soit dans un film qui est sur la F1, que ça soit dans un film qui est sur le tennis, ou enfin voilà, un film sur le foot, là j'en ai pas en tête, et ben le fait de vouloir être réaliste au point de mettre des pubs partout, et ben ça nous choque comme ça, et ça peut, moi éventuellement, ça me remet un peu en question aussi sur la vision que je peux avoir d'une image dans le cadre du sport et d'une image dans le cadre du cinéma, qui, même si elles peuvent être filmées de la même manière, avec le même plan, avec la même échelle de plan, bah t'en attends pas forcément la même chose dans la représentation à la fin. Et voilà, moi c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué dans le film, ce côté, voilà, tu vois. Alors évidemment que t'es obligé d'avoir, enfin que t'es obligé, pas forcément d'ailleurs, mais qu'il y ait Mercedes, Ferrari, tout ça, ça reste des marques. Dans la F1, bon, ça paraît étonnant de parler de F1 sans parler de Ferrari, mais par contre, tous les autres sponsors que tu vois sur les casquettes, que tu vois sur les tenues, que tu vois sur... En fait, tu as des sponsors partout, les gars, c'est des vrais hommes sandwich. Les pilotes de Formule 1, tu as des marques partout. Bah, c'est pas si choquant que ça. Enfin, après, enfin, si, c'est choquant, mais quand tu regardes en F1, ça ne l'est plus. Et c'est ça qui est terrible. Et moi, ça me fait beaucoup rire, ce cirque médiatique, encore une fois, parce que Sony, lui, est pas du tout dans cet esprit-là. Il critique vachement ça. Et puis, il a des phrases en plus. Enfin, je veux dire, j'adore comment il clash son partenaire, là, Joshua, quand il lui dit, mais pourquoi tu souris comme ça aux journalistes? T'as fini 10e, enfin, t'es nul, quoi. T'as pas à sourire comme ça. C'est nul de finir 10e, c'est pas bien. Ou quand l'autre, il se met à sourire, il s'embrouille dans les couloirs et puis il se met à sourire comme un con. Et toi, t'es là, tu fais, putain, l'hypocrisie du milieu, c'est un truc de fou, quoi. Et je pense que pour le coup, ça doit plus ou moins ressembler à ce que ça ressemble réellement pendant la Formule 1 quand s'il y a de l'eau dans le gaz entre deux coéquipiers d'une même écurie. Pour l'aspect commercial, c'est assez intéressant. Parce que d'abord, pour l'anecdote, j'ai ici le magazine SFX qui parle d'effets spéciaux, pas de placement de produits là-dessus, mais qui expliquait que les scènes de course étaient tournées soit pendant les vraies courses, soit après, mais qu'évidemment les panneaux publicitaires devaient être retirés pour après les courses, et donc ça rendait les circuits assez anonymes, et tous les panneaux ont dû être remis en 3D dans le film pour conserver une certaine cohérence visuelle, ce que je trouvais assez intéressant comme anecdote, mais surtout ça permet également de parler quand tu parles des jeux financiers, il y a aussi ce personnage qui essaie de s'approprier l'écurie, et je trouve que ça reste assez intéressant comme ironie d'affrontement que cet affrontement médiatique doive également appuyer l'achat ou la revente ou le maintien de cette écurie en pleine F1. Et c'est vrai que c'est un aspect économique qui me paraît moins présent dans d'autres films de course même, et qui en même temps ici trouve une certaine cohérence et qui se permet d'égratiner un petit peu, vraiment on va dire un petit peu, l'aspect côté publicitaire pour la F1 en se confrontant à cet aspect économique qui est évidemment inhérent aux courses. Et ça renforce justement encore la figure de Brad Pitt en véritable maverick là-dessus de la Formule 1. Et en même temps, je trouve que c'est quelque chose qui, comment dire ça, aurait pu être également plus accentué finalement. Et ça en fait une figure qui est quasi christique, quoi, qui termine à l'hôpital, petite pensée Anne, après une course et qui est prêt à se plonger corps et âme, quitte à mourir sur la course s'il le fallait. Et en même temps, il y a cet aspect, il y a une volonté justement de se rapprocher d'un certain aspect organique là-dessus, mais je trouve qu'encore une fois, ça manque un peu trop d'émotion, vraiment, de quelque chose assez un peu plus vibrant, au-delà de schémas narratifs assez attendus. Le personnage de Kerry Condon, par exemple, qui s'occupe quand même des voitures, qui a quand même une vraie personnalité, qui se retrouve en inévitable love interest à un moment du film, je sais pas, je trouve vraiment que ça fait écriture assez classique années 90, et c'est assez drôle d'imaginer que Joseph Kosinski aimerait bien faire, à mon avis, il a plus dit ça en blague, mais qu'il a quand même dit qu'il aurait bien voulu un crossover en Jour de tonnerre et F1, avec Tom Cruise et Brad Pitt qui s'affrontent sur une piste de Formule 1,
Et bon, au-delà de l'aspect très mélancolique, nostalgique, où finalement on essaye un peu de reprendre tout ce qui a fonctionné à une certaine époque, ou même qui n'a pas spécialement fonctionné, mais qui a réussi à avoir une fanbase assez forte pour perdurer, et qu'on essaye un peu de ramener ça, je trouve qu'il y a encore une fois un manque de cœur là-dedans, de cœur émotionnel, hein. Techniquement, encore une fois, c'est impeccable, mais de cœur émotionnel qui apportait un peu plus à ce que pouvait faire Joseph Kosinski avant, quand on parle de Top Gun Maverick, mais je trouve aussi que on se rapproche d'une certaine froideur qui, pour moi, limitait son Trône de l'héritage, par exemple. Et encore une fois, on est dans une autre, là, on est dans un film de commande Disney où évidemment il y a des impératifs économiques qui doivent être plus fortes qu'ici, même si encore une fois, on va pas partir sur la piste de l'auteur là-dedans. Mais je trouve que cette froideur limite un peu le potentiel d'un Joseph Kosinski dans ses longs métrages. Et c'est un peu regrettable vu la technique qui est pour moi tout simplement ébouriffante et qui vaut justement la peine d'être vécue sur 30 écrans. Moi, je voulais réagir sur Brad Pitt parce que c'est vrai que le seul personnage vraiment intéressant du film, et d'ailleurs on voit que le réalisateur, il a, un peu comme il avait fait avec Tom Cruise, il est vraiment intéressé par ce vieil acteur, avec des guillemets, parce que Brad Pitt, il est encore très, très bien pour son âge, ce vieil acteur qui joue le rôle de la star, et on se demande encore beaucoup, est-ce qu'il reste des stars à Hollywood? Brad Pitt est quand même une des dernières grandes stars d'Hollywood. J'ai aimé, comme tu disais, le fait que ça ne soit pas celui qui veut respecter, qui court avec honneur dans ses courses de Formule 1, mais ça soit un peu le pirate, comme tu disais. Donc ce personnage-là, il est intéressant, mais tous les autres sont un peu sacrifiés. On parlait du love interest de Brad Pitt, qui aurait dû être un personnage beaucoup plus intéressant. Même le jeune, je trouve qu'il est le jeune nouveau, il est pas spécialement intéressant. Il est un peu un cliché de la nouvelle génération qui s'intéresse à l'argent, qui a un peu perdu le côté, ce qu'il aimait dans le sport à la base, qui veut juste l'attraper pour les réseaux sociaux, pour le succès, etc. Et je trouve que le film peine un peu à développer tous ces autres personnages. On s'intéresse à Sony parce qu'il y a Brad Pitt, parce que le personnage il est cool, il est rigolo, mais le reste est un petit peu décevant là-dessus. Bon, malgré tout, ça reste un film que je conseille quand même parce que rien que pour le côté immersif des courses, c'est cool. Mais après, au niveau du scénario et de l'aspect émotionnel, c'est sûr que c'est pas inoubliable. Au niveau du scénario, surtout au niveau de l'intrigue, c'est assez classique, mais d'un autre côté, il y a quand même quelques petites surprises dans le film, comme je l'avais expliqué, il y a des choses qui se finissent pas comme on pourrait penser qu'elles se finiraient, ou qui ne vont pas dans le sens qu'on pourrait penser à l'origine qu'il irait, malgré jusqu'à cette fin, hein, parce que la fin, on se doute que le grand objectif du film, qui est de gagner une course pour Apex, va réussir, parce que, enfin après, on pourrait être surpris de ce point de vue-là, mais en l'occurrence, on ne l'est pas vraiment. Mais la surprise, et le film joue beaucoup là-dessus, par contre, au niveau de son écriture, c'est lequel des deux va gagner la course. Est-ce que ça va être le personnage de Brad Pitt, ou est-ce que ça va être Joshua Pierce? Et je dis qu'il met un petit doute parce qu'en fait, au départ, Brad Pitt, il en a rien à branler. Il vient vraiment juste pour faire ses courses, pour faire un peu n'importe quoi. C'est vraiment, il joue vraiment ce personnage, l'espèce de petit vieux, enfin vieux, j'exagère encore une fois. Dans le film, il est censé avoir 50 ans. En vrai, Brad Pitt, je crois qu'il en a 61, il me semble. Mais il joue cette espèce de personnage un peu vieux, mais invincible. Celui qui apprend la vie, en fait. Il apprend la vie aux jeunes. Il est là pour montrer à tout le monde que c'est pas parce que t'es vieux que t'es dépassé. C'est un peu cliché, mais ça marche plutôt bien dans le film, je trouve. Qui est d'ailleurs plus ou moins le même thème que Maverick dans Top Gun Maverick. Sauf que Maverick dans Top Gun Maverick, il a vraiment ce côté un peu professoral et protecteur au niveau des jeunes. Brad Pitt, Sonny Hayes, pas du tout. En tout cas, au début du film, c'est juste un vieux pilote aigri de n'avoir jamais réussi. C'est même pas un has-been, c'est un never was. Il a jamais été. Le gars n'a jamais réellement percé en Formule 1, il aurait dû, tout le monde en parle comme le pilote qui aurait pu devenir le meilleur pilote, mais dans les faits, il s'est craché, terminé, fin de l'histoire. Et le gars, c'est juste un gars un peu à la cool, comme ça, qui se balade et qui fait ses petites courses un petit peu de manière indépendante, qui est payé par-ci par-là pour gagner une course, ou pour finir bien placé dans une course, mais c'est plus quelqu'un qui va devenir une superstar. Et du coup, c'est vraiment un personnage, au départ, tu dis, bon, il va tout faire, c'est lui qui va gagner la course.
à la fin pour sauver l'écurie, parce que voilà, il est venu en tant que sauveur. Mais tout au long du film, il commence de plus en plus à travailler en équipe, et donc à travailler au profit de Joshua. C'est lors de la première ou de la deuxième course, il me semble, c'est là qu'il cause vraiment n'importe quoi sur les routes, pour avoir des safety cars, pour ralentir la course, pour que Joshua se rapproche des gens qui sont devant lui, etc. Et donc là, quand tu vois ça, parce qu'au départ, comme tu le voyais comme un personnage plutôt égoïste, ou comme le sauveur de l'écurie, et ben quand tu le vois aider Joshua, tu dis ah tiens, peut-être qu'en fait le film va partir sur Brad Pitt en vieux briscard, va plus ou moins se sacrifier ou va faire un truc pour que ça soit Joshua à la fin qui sauve l'écurie pour sauver l'écurie Apex. Ce qui ressemble d'ailleurs un petit peu à, je vais citer Cars 3, c'est un petit peu le thème de Cars 3. Tu crois que Flash McQueen va être celui qui va gagner la course, mais en fait non, il va laisser sa place à la jeunesse pour continuer. Je dis pas comment se termine le film, et je parle de ça parce que il y a quelque chose que j'ai trouvé à la fois bien dans la mise en scène et pas bien au niveau de l'écriture, c'est cette fin, justement, que je trouve vraiment ratée au niveau de l'écriture parce qu'elle est annoncée à peu près au milieu ou aux trois quarts du film, quand Brad Pitt parle avec son love interest, et je vous rejoins là-dessus, grosse catastrophe ce personnage, et c'est vraiment dommage parce qu'elle était plus ou moins intéressante jusqu'à ce qu'elle devienne love interest. Et il parle et il lui dit moi ce que j'aime sur la course c'est ce moment un petit peu je sais plus ce qu'il dit exactement, mais il dit ce moment de transe quand on ne fait plus qu'un avec la piste et que voilà c'est le moment où on est au-delà, il n'y a plus que la vitesse et il n'y a plus que nous, etc. Et je recherche ce moment. Bon bah tu sais que ça va arriver dans le film parce que c'est le genre de film qui est pas subtil et tu t'attends à la scène, et quand la scène a lieu, et ben elle est belle, au final elle est quand même belle, elle est bien foutue. Scène en un sens d'ailleurs, moi j'ai fait un parallèle avec je sais pas si vous vous rappelez de la fin du premier Mad Max. C'est un petit peu, ça m'a un peu fait penser à la même chose, un peu ce côté le pilote qui fusionne avec la piste. Et c'est vraiment pour moi cette séquence-là, elle reprend tout ce que je pense du film, c'est-à-dire qu'au niveau de la mise en scène et au niveau de ce que le film veut te faire ressentir, il a réussi plutôt bien à le faire. Par contre, au niveau de l'écriture, bah, effectivement, c'est brinque-ballant, c'est pas très bien réussi, c'est pas très subtil. Et malheureusement, les dialogues sont pas des plus subtils non plus. Moi, les seuls dialogues que j'ai retenus et qui m'ont fait rire, c'est quand Sonic lâche son coéquipier parce qu'il lui en envoie plein la gueule tout le film. Mais vraiment, il l'humilie d'ailleurs. La première fois qu'ils se voient, son coéquipier veut faire le mariole et vient le voir en disant ouais, c'est quand la dernière fois que tu as gagné une course? Et Brad Pitt lui répond bah en même temps que toi. C'est-à-dire sous-entendu, toi non plus, t'es rien, alors pourquoi tu me fais des leçons? Enfin, je veux dire, t'es rien, t'es personne, donc je vois pas pourquoi tu te fous de ma gueule, quoi. Et voilà, il y a vraiment que ça qui m'a fait rire. Après, au niveau des dialogues, sinon voilà, le reste, le coup de qui dans le paddock qui manque de confiance en elle, et puis c'est Sony qui vient ensuite lui donner confiance, et puis derrière, bah, du coup, ça devient, elle est beaucoup plus compétente, beaucoup plus rapide pour changer les pneus des voitures. Enfin, c'est que des petits trucs un peu clichés comme ça. Même le côté de, t'avais raison, Liam, c'est assez original de voir ce côté un peu économique dans comment fonctionne une écurie en sous-marin. Mais en même temps, bah, c'est hyper cliché. Enfin, tu sens que c'est vraiment juste le truc qui est venu pour donner un élément de tension supplémentaire à la dernière course. Ça fait un peu grossier, quoi. Enfin, moi, j'ai vraiment vu ça comme il fallait trouver un méchant dans le film. En fait, il fallait trouver un antagoniste dans le film, et l'antagoniste, bah, c'est cette espèce d'actionnaire majoritaire qu'on pense d'ailleurs être le seul qui veut du bien à l'écurie puis qui n'en veut pas du bien. Enfin bon, bref, voilà, c'est pas ce que j'ai trouvé de plus intéressant. Et effectivement, les courses sont assez grisantes, et je me suis beaucoup surpris vers la fin du film à me dire, à vouloir qu'il gagne les courses. Je voulais que ça soit Joshua ou Brad Pitt, j'avais envie que la course se finisse pour que ça se finisse bien, tout simplement, dans ce éternel happy end américain, que ça se finisse bien, que ça soit une belle histoire, etc. Puis après, bon, il y a la toute fin dans le désert qui me fait assez marrer et qui veut vraiment montrer à fond le personnage, à quel point Brad Pitt est cool. Et en même temps, Brad Pitt est cool. Brad Pitt, il irradie l'écran comme jamais. C'est indescriptible. Pour moi, ça fait très longtemps que Brad Pitt brûlait pas l'image telle qu'il le fait dans F1, quoi. C'est-à-dire, il est de tous les plans. C'est impressionnant la présence qu'il a, le magnétisme qu'il a, c'est assez affolant. Et d'un autre côté, parce que même si les personnages sont un peu sacrifiés à côté de lui, eh ben Javier Bardem et Damson Idris arrivent à avoir une certaine présence masculine malgré tout. Pas forcément dans les dialogues, pas forcément d'un point de vue bonne écriture de personnages, mais ils arrivent à avoir, je trouve, un certain charisme malgré tout au milieu de tout ça. Par contre, effectivement, autant c'est une belle chose de vouloir montrer des femmes dans un paddock, ce qu'il n'y a pas forcément énormément dans la F1. Malheureusement, ça reste des personnages qui ne sont vraiment là que pour dire on peut avoir des femmes dans les paddocks, les femmes sont compétentes, mais malheureusement, ce qu'en fait Kosinski, ou du moins son scénariste, n'est pas forcément des plus subtils, n'est pas des plus intéressants, et malheureusement, je
pense que ça dessert plus l'intention qu'autre chose. Puisque j'ai la parole, je vais embrayer directement sur les suggestions. Liam et Thomas vont vont suggérer un film, et du coup, je vais laisser la parole à Thomas. Thomas, est-ce que tu peux nous conseiller ton film? Oui, donc moi je connais pas beaucoup de films de course, donc je suis plutôt parti sur le thème du sport, et le thème du sport avec Brad Pitt en plus. Alors je pense que c'est un film qui est assez connu, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, je conseille Le Stratège de Bennett Miller, qui est surtout écrit par Aaron Sorkin. Donc c'est cette histoire de petite équipe de baseball qui est un petit peu dans les choux, comme cette écurie de Formule 1. Et grâce à Brad Pitt, elle va un petit peu sortir la tête de l'eau. Et si je fais le parallèle entre ces deux films, c'est parce que Brad Pitt, là, donc il joue plutôt le manager, il joue pas du tout un joueur. Il va s'intéresser à tous ces joueurs de baseball qui ont été un petit peu oubliés parce que parfois certains c'était freaks, parfois certains des gens qui s'entendaient pas avec d'autres managers. Enfin, pour plein de raisons, ils ont été un peu mis au placard. Certains sont un peu vieux. Et grâce à l'aide des mathématiques et des statistiques, Brad Pitt il va un peu révolutionner le sport, enfin son personnage bien sûr, en regardant qui sont vraiment les vrais bons joueurs, qui c'est qu'on peut rappeler, etc. Et je le conseille, si on a aimé F1, c'est différent, mais on retrouve Brad Pitt, on retrouve ce côté faisons revenir des anciens pour aider une autre équipe, et on retrouve aussi ce côté un peu frénétique, alors là pas vraiment dans les scènes de sport, mais plutôt dans le côté management d'une équipe de sport. Ouais, je suis plutôt d'accord, Moneyball, c'est assez sympa. Enfin, Le Stratège, tu l'as dit, c'est assez sympa. Et je sais pas ce que t'en as pensé, je me permets de donner mon avis. Pour moi, c'est limite l'inverse total de F1, c'est-à-dire que c'est pas au niveau de la mise en scène que ça brille, mais toute l'énergie est vraiment dans cette écriture de Aaron Sorkin qui est toujours très vive, qui est toujours très rapide, quoi. Les personnages déclament leurs phrases très rapidement, et c'est vrai que voilà, il y a beaucoup d'énergie dans ce film, et c'est assez sympathique. Liam, qu'est-ce que tu veux nous conseiller comme film? Alors, étant donné que mes connaissances dans les films de course sont aussi élevées que mes connaissances en Formule 1, je vais choisir un film qui est quand même plutôt connu, mais en même temps qui arrive à justement avoir cet aspect économique, ce côté hyper vivant dans la mise en scène, quitte à aller très loin, peut-être trop loin diront certaines personnes. C'est le Speed Racer des sœurs Wachowski. Alors Speed Racer, c'est une adaptation d'un animé du même nom, et justement les sœurs Wachowski ont réussi à se réapproprier le matériel pour aller vers quelque chose qui va à fond de la mise en scène numérique, qui marque justement un certain coup dans l'aspect trucage digitaux. Et en même temps, c'est une inventivité assez folle, à un point où on est immergé également, mais d'une autre manière dans les courses. Et justement, pour avoir ce côté hyper vibrant, mais en même temps hyper coloré, hyper accentué, et qui n'hésite pas à aller loin. Et même si je sais qu'il y a des détracteurs, et je comprends tout à fait, peut-être que ce n'est pas le film optimal à ce sujet, mais je trouve que pour avoir un film de course qui arrive à garder cet aspect économique et avoir quand même un peu plus de cœur, mais toujours autant d'idées dans la mise en scène, Speed Racer, c'est un bon conseil. Et puis bon, c'est la preuve aussi que je dois avoir un peu plus de films de course. Très bien. Et de mon côté, je vais vous conseiller Ferrari de Michael Mann qui est sorti l'année dernière. Et je vais pas en dire plus parce que vous avez qu'à aller voir l'épisode qu'on a fait sur Ferrari l'année dernière de Michael Mann. Sur ce, on vous laisse sur une petite note musicale. Si vous voulez nous soutenir, ou voilà, soutenir la chaîne, si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires, laisser des j'aime, tout ça, en parler autour de vous. Évidemment, ça nous aide. Et puis, on se retrouve prochainement pour un autre épisode. Bonne soirée.